Bonjour, bienvenue chez Chifra, plateforme sur laquelle nous parlons avec amour de périnatalité. Aujourd'hui, je viens vous raconter l'histoire de mon premier accouchement. J'ai vécu une grossesse désirée, une grossesse normale. C'est ce qui est survenu 6 mois après mon mariage. Donc tout se déroulait normalement jusqu'à ce que, environ vers 3 mois de grossesse, le Québec est tombé sur alerte rouge pour le Covid. Donc le confinement et toutes ces choses, ça donne des frissons rien que d'en parler. Donc c'est ça, c'est un peu dans ce contexte que s'est déroulée ma grossesse. Ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Je suis reconnaissante pour cela. Ça m'a permis de vivre ma grossesse calmement, sans stress. Tout s'est passé dans le plus grand des calmes et sans mentir, je pense que c'était ma meilleure expérience de grossesse entre les deux, étant donné que je n'ai vécu que 2 grossesses. Du côté de mon mari, c'était particulier dans le sens que, plus avec la COVID, les visites étaient restreintes, donc il ne pouvait pas m'accompagner à mes rendez-vous. Je trouve que ça l'isolait vraiment beaucoup de toute l'expérience de la grossesse. Tu sais, quand je lui parlais de plan de naissance, quand je lui parlais d'autre chose, ben, comme il ne comprenait pas trop de quoi je parlais, il ne comprenait pas mon langage. Pour lui, ce qui était sécuritaire, c'est que j'accouche à l'hôpital au milieu du personnel médical. Il pensait que c'est ce qui était le plus sécuritaire. Pour moi, il voulait ce qu'il y avait le mieux pour moi et pour notre enfant. Et je lui suis tellement reconnaissante d'avoir cette mentalité-là. C'est plus tard qu'il a compris que c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus sécuritaire pour une femme. Tout dépendamment de son parcours, de ses besoins. Des fois, ça peut être plus sécuritaire d'accoucher même à la maison. Que ça choque, oui, ça te choque. Mais des fois, ça peut être plus sécuritaire. Si elle vit du stress post-traumatique, par exemple, si elle a vraiment un besoin d'intimité plus grand, dépendamment du besoin de la femme, même accoucher à l'hôpital peut freiner son travail. Tout dépend du besoin de la mère. Bref, j'ai appris à propos des maisons de naissance très tard. Dans la grossesse, j'étais peut-être rendue à 5 mois. Ça devenait un peu inutile d'appliquer. Donc, j'ai continué mon suivi dans une clinique conventionnelle. La grossesse se déroule bien, comme je le disais, et arrivé enfin proche du jour J. Tout le monde a hâte de voir bébé et moi, je veux pas qu'elle sorte parce que, comme je vous l'ai dit, c'était une grossesse tellement paisible que je ne voyais même pas le besoin qu'elle sorte. Ce qui n'est pas le cas de ma deuxième. Mais je ferai une autre vidéo pour vous parler de ma deuxième grossesse. Donc, le jour J approche. Et 5 jours avant la date prévue d'accouchement, j'ai rendez-vous avec la gynécologue. Je me rends au rendez-vous. Elle m'annonce que mon test au streptocoque B est négatif. Elle m'annonce toutes sortes de choses pour essayer de me préparer à l'accouchement. Mais j'ai pas vraiment le temps de poser des questions. J'ai pas le temps de échanger avec elle. Tout est un peu fait sur le rush. De toute façon, je me documentais assez bien pendant la grossesse par moi-même. Donc, j'allais faire mes recherches toute seule par la suite. Vient alors le moment là où la gynécologue me propose de regarder à quel point je suis dilatée et je suis consentante parce que ça m'intéressait de savoir. Je voulais savoir si mon corps se préparait à accueillir bébé ou si j'étais en train de retarder le travail parce que j'étais tellement confortable dans cette grossesse. Donc, elle m'installe. Elle regarde le col et en regardant le col, elle me dit « il est encore fermé ». Et ça m'attriste un peu. Et elle ajoute ceci, elle dit « mais ton col est très très mou ». Là, on parle d'un col mûr, comme un fruit. Genre, elle m'annonce ça, que mon col est très très mou et que c'est très bon signe. Et là, je suis contente, je me réjouis, je me dis oui, bébé arrive. Elle me dit bon, d'accord, rhabille-toi, etc. Je me rhabille. Et elle me dit donc on va planifier la provocation quand? Et je tombe des nues et je suis comme est-ce que tu ne viens pas de me dire que mon col est mou et que
c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi alors parler de provocation? Et j'étais un peu terrifiée parce que j'ai entendu d'autres mamans parler de leur provocation et combien ça pouvait être long et terrible, etc. Et j'étais comme, mais j'aimerais que mon corps puisse le faire tout seul. Et tu me dis, toi la gynécologue, tu me dis que mon corps est en train de se préparer à faire cela. Donc pourquoi me provoquer? J'étais vraiment comme, Seigneur, ça m'a beaucoup mis de stress pour rien. Et elle me propose une date pour la provocation. Elle me propose le jour de la date prévue d'accouchement. Et je me dis, mais je suis supposée accoucher ce jour-là. Pourquoi mettre ce jour-là? Elle me dit, c'est un premier bébé. Le premier bébé peut prendre du temps avant de venir, etc., etc. Ce qui n'est pas nécessairement faux. Le corps n'a jamais fait ça. Ça peut prendre plus de temps pour qu'il s'étire, se prépare. Mais ce n'est pas tous les bébés qui arrivent après la date prévue d'accouchement. Like, give me a chance, girl. Like, what you mean? J'étais un peu choquée. Donc là, je la regarde et je dis, Madame, est-ce que c'est possible de mettre la date de provocation le plus loin possible, le plus tard qu'on puisse attendre? Et elle me dit, je te propose 8 jours après la date prévue d'accouchement. Je me suis contentée de ça. Je me suis dit, je vais partir prier. Parce que là, la madame, si. J'ai appelé des gens pour qu'ils puissent prier pour moi et m'accompagner là-dedans pour que je puisse évacuer aussi mon stress parce que comme gérer ça toute seule, c'était stressant. Il y a une sœur qui m'avait parlé de boire du thé de framboisier. D'autres me disaient de rester active, de faire ceci, de faire cela. Le lendemain de ce rendez-vous, en soirée, moi, j'ai décidé que j'allais inviter ce bébé à venir. J'ai dit, je vais l'inviter. Je sais que je suis confortable avec ce bébé, mais là, c'est le temps qu'elle sorte parce que moi, je ne veux pas me faire provoquer. Je plie ses habits. Pendant que je plie ses habits, j'appelle son nom. J'essaie d'imaginer cet enfant. J'ai jamais vu un nouveau-né d'aussi près, là. Mais j'essaie de serrer l'habit contre ma poitrine. Je voulais vraiment me mettre dans cette phase que, ok, la grossesse, c'est fini, là. Je commence à avoir des contractions. Mon hypothèse, c'est que l'oxytocine, à force de penser au nouveau bébé qui arrive, aurait peut-être comme aidé mon corps. Qui sait? Je me couche, je me réveille vers 4 h du matin. C'est pas comme si les contractions sont intenses, mais c'est des contractions qui sont différentes. Tu les connais pas, c'est la première fois. Donc, mon corps était un peu comme, qu'est-ce qui se passe? Mon corps était vraiment genre, qu'est-ce qui se passe? Là, j'avais entendu que pour différencier du vrai du faux, il faut faire couler un bain, je m'installe, je regarde l'évolution des contractions. Je mets beaucoup de concentration sur ça, parce que je ne connais pas ça. Mon mari, il se dit, si ma femme me dit qu'elle a mal, c'est qu'elle accouche. Juste pour être sûr, allons. Il m'a amenée et on me dit, madame, vous êtes à 2,5. On m'envoie à l'extérieur pour essayer de marcher parce que il reconnaissait que mes contractions étaient assez douloureuses pour quelqu'un qui est juste à 2,5. Et j'avais vraiment mal, rendu à ce stade-là. Je marche et je pense que ce n'est pas tant la douleur que le fait que tu endures ça depuis 4 h le matin et qu'il est rendu déjà midi passé. Tu es fatigué. Et on se met à marcher autour de l'hôpital, etc. Essayer d'activer cela. Mais j'ai pas l'énergie. Ça donne pas grand-chose. Je remonte en haut, on me dit, oh bon, t'es rendu à 3,5. Pas grand-chose. Pas grand changement en 1 heure de marche. Ce qui est normal, je trouve. Mais bon, bref. À cause de vraiment l'intensité de mes contractions, ils ont décidé de me garder quand même. Ils me gardent, ils me laissent faire mon travail. Un de mes besoins primaires, et ça je le savais bien avant l'accouchement parce que je suis juste ce type de personne en général, j'avais besoin d'un milieu qui n'est pas stimulant. Quand je suis arrivée dans la chambre, il y avait beaucoup de lumière, beaucoup trop de tout. Le bip moniteur, c'était trop stimulant pour moi. Donc,
je me suis promenée et j'ai trouvé une toilette. Il y avait le bain et la toilette, tout ça. Et c'était comme calme. La lumière était fermée, mais comme il y avait une grande fenêtre, il y avait la lumière du jour qui passait. Et c'est là-bas que j'ai fait la plus grande partie de mon travail. Je suis retournée dans la chambre et puis on m'a dit, on veut juste regarder où est-ce que tu es rendue. J'étais rendue à 5. Et là, une contraction m'a prise alors qu'il regardait à combien j'étais rendue. Et je sens un liquide chaud qui coule et j'arrive pas à arrêter ce liquide, donc je sais que ce n'est pas de l'urine. Et je me retourne vers les infirmières qui sont près de moi et je leur dis, je sens quelque chose de chaud qui coule. Qu'est-ce qui se passe? Elles me disent, oui, le docteur a rompu tes membranes, tu ne savais pas? Non, je ne savais pas. Et, elles disent, oh, mais il devait t'avertir, etc. J'ai dit non, parce que j'avais une contraction, donc je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Donc, elles viennent regarder et elles me disent, oui, c'est tes os et bébé a fait sa première selle dans ton ventre. Dans le fond, il y a le méconium qui est sorti en même temps que le liquide amniotique. À ce moment-là, elles ont dit on va juste regarder le cœur du bébé pour s'assurer parce que voilà, ça peut être signe de détresse fœtale. Ils ont regardé, tout allait bien. Et là, on m'a dit t'as pas de péridurale? Et j'ai dit non, je voulais le faire sans péridurale. Ils m'ont dit, normalement, quand on perce les os, c'est parce qu'il y a une péridurale. Là, tu vas vraiment comme, la douleur va augmenter, puis tu n'auras rien pour te calmer. Et tout ça me met vraiment, avec les contractions qui, effectivement, les contractions commençaient à devenir un peu plus intenses, puis plus régulières. Je me sentais toute seule face à elle. Je me sentais vraiment toute seule face à elle. Puis malheureusement, je n'avais pas amené mon plan de naissance, rien. J'entendais pas ce qu'elle me disait. Ce que j'entendais, c'était « Qu'est-ce que tu croyais? Que tu pouvais faire ça toute seule? » Genre... Et ça m'a beaucoup stressée. Et je me suis dit « Ok, oh my God, il faut absolument que j'ai la péridurale. » On dit « là, tu la veux ou tu la veux pas? » Et j'ai dit, je pensais le faire sans. On dit, sinon on part comme après, ça va être difficile de la voir, etc. J'ai dit, ok, d'accord, alors allez la chercher. Ils sont partis. Moi, je pensais qu'ils allaient arriver dans les 20 minutes après parce que là, les contractions étaient sérieuses. Sérieuses. Je pensais avoir mal. Je n'avais rien vu encore. Ils sont arrivés avec la péridurale 1h30 après. Vu que ça devenait vraiment intense, je suis retournée dans la toilette. Je continue mon travail là-bas et je reviens. Quand je reviens 1h30 après, ils arrivent avec l'épidurale. J'essaie de me l'installer, sauf que j'arrive plus à me gérer. Je suis dans tous mes états. Elles me disent, calme-toi. Quand elles me touchent, c'est comme si ça intensifie la douleur. Je suis comme, non. Et elles me demandent de placer pour mettre la péridurale, sauf que je n'arrive pas à maintenir la position. J'y arrive plus. Je me mets sur le dos, je me roule sur le côté et je me mets à grogner spontanément. On me demande, madame, est-ce que vous êtes en train de pousser? Je sais pas, c'est mon premier enfant, je ne suis plus sûre de rien. Et l'une va se tourner vers l'autre et lui demander, est-ce que tu as regardé à combien elle était dilatée avant de poser la péridurale? L'autre va lui répondre, non. Elles vont s'empresser de regarder à combien je suis dilatée et elle dit, il n'y a plus de col. Elle est à 10, elle est en train de pousser. On me demande, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce qu'on procède à l'épidurale quand même? Ou parce que l'aiguille est dans mon dos, mais le produit n'est pas encore arrivé. Et il y a l'anesthésiste qui dit, je ne me suis pas déplacée pour rien. Toute la situation a juste fait que je sente comme, ok, je voulais le faire sans épidurale, mais là, en ce moment, c'est beaucoup. Juste, allez-y. Comme je me sentais vraiment toute seule, je me sentais pas adéquatement accompagnée. Donc, c'était... Peut-être qu'on va me dire que j'avais pas assez de willpower ou je sais pas, mais comme... J'étais juste comme, ok, allez-y. On me donne le produit, mais les deux infirmières me disent, écoute, quand même, on va essayer de pousser, voir si on peut avoir le bébé avant que tu aies l'épidurale.
Et là, elle m'encourage à continuer de pousser, mais après comme 3-4 poussées, le produit commence à faire effet et j'arrive plus à pousser spontanément. Et là, je leur demande, donc ça va juste ralentir l'arrivée de bébé. Dans le fond, on va laisser bébé descendre dans le canal. Et elles me disent oui. Et là, je dis, si je n'arrive pas par la suite, on va devoir me donner de la pitocine. Elles me disent oui. Comment tu sais tout ça? Je leur dis que j'avais fait beaucoup de recherches, etc. Elles laissent sous-entendre que c'est pas nécessairement une bonne chose. Et je suis comme, ok. Les heures qui suivent, je me repose, je dors. Puis vers comme 8 heures, je sens vraiment une pression au niveau du canal, comme si tout doucement ça glisse. Et je les appelle, je leur dis, je sens que ça... Je pense qu'elle est vraiment descendue. Et elles me disent, effectivement, elle est bien descendue. Est-ce que tu sens le besoin de pousser? Et je dis non, je suis pas mal gelée. Je ressens rien. C'est comme des sensations fantômes. En général, je suis assez sensible aux médicaments. Donc, même les Tylenol, tout ça, ça me fait vraiment beaucoup d'effets dans mon corps. Donc, peu importe la dose qu'ils ont mis d'épidurale, même si c'est peu, je sais que mon corps réagit fortement à ça. Vu que je sens rien, il m'administre de la pitocine. Et l'infirmière commence à essayer de m'encourager. Vas-y, pousse comme tantôt. Sauf qu'on n'est plus tantôt. Je ne ressens plus la même pression de pousser. On m'administre de la pitocine, qui est une hormone synthétique qui mimique les effets de l'oxytocine, dans le sens que ça va te donner l'envie de pousser. Sauf qu'avec l'oxytocine, après cette envie de pousser, tu as comme un break. T'as une pause, tu sens que, je sais pas, il y a comme un peu de baume après. Sauf qu'avec la pitocine, tu ressens pas ce baume-là. Et je peux le dire pour l'avoir expérimenté comme à quelques heures de différence. C'est vraiment plus intense, c'est plus violent pour le corps, du moins pour le mien, ça a été vraiment plus violent. Je ressens le besoin de pousser, mais pas de cadence, rien. Je voulais juste expulser, là. Ça faisait mal. Donc, je me mets à pousser et bébé sort à 8h36. Donc, c'était ça, toute ma péripétie. J'ai suivi une déchirure au 2e degré et une hémorragie. On ne me le dira pas. Je vais l'apprendre beaucoup plus tard grâce à mon mari. Ma petite fille est née. Et bien sûr, par la suite viendra le postpartum. Je pourrais faire une autre vidéo quant au postpartum. Vous me direz ce que vous en pensez. Postpartum et lactation. Comme là, en ce moment, j'ai fait grossesse et accouchement. La deuxième partie de cette vidéo pourrait être postpartum et lactation. Qu'en dites-vous? Sinon, je suis très heureuse de vous annoncer que chez Chifra, on va continuer de produire du contenu de qualité par la grâce de Dieu. On va chercher à interviewer des personnes pour partager leur vécu en tant que mère, en tant que femme enceinte, en tant que femme stérile, toujours peut-être souhaiter avoir des enfants ou qui a fait le choix conscient de ne pas en avoir. On va inviter toute femme. Comme on l'a dit, c'est une plateforme qui parle de périnatalité jusqu'à une maman qui a un enfant peut-être de 3 ans ou qui a accouché de plusieurs enfants. Si vous désirez partager votre histoire, à la fin de la vidéo, vous allez trouver notre courriel. Je vous invite à nous écrire en privé. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec quelqu'un à qui ce serait bénéfique. Si vous pensez peut-être que moindrement cette vidéo pourrait traumatiser une maman à la place de l'aider, je vais vous encourager à ne pas la partager. S'il vous plaît, le but ici, c'est de partager, d'éduquer, mais on ne veut pas induire la peur inutilement. Mon vécu de naissance ne sera pas nécessairement celui d'une autre maman. Et on doit garder ça en tête. Donc, likez, commentez, partagez au besoin et surtout, abonnez-vous car plus arrive. Au revoir. À bientôt.